Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Laurence, ça fait un an pile cette semaine que Trump est revenu à la Maison-Blanche. Son investiture, c'était le 20 janvier 2025. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21 janvier 2026, il se rend à Davos, en Suisse. Compte tenu de ses dernières déclarations sur le Groenland, on se demande quel va être le niveau d'agressivité de son discours. Axios, qui est un média américain généralement très bien renseigné, nous promet des étincelles. Alors, voilà qui nous oblige, Laurence, à revenir sur la politique étrangère menée par Trump depuis un an et sur les transformations dans le monde qu'elle provoque. Oui, les transformations dans le monde qu'elles provoquent ou qu'elles accélèrent, car la fin de l'ordre du monde qu'on avait vu se mettre en place avec la chute de l'URSS dans les années 90, cette fin n'est pas due qu'à Trump aujourd'hui. Les équilibres avaient commencé à se gâter dès les années 2000 avec l'expansionnisme chinois d'une part et le révisionnisme russe d'autre part. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de résister à ces deux forces centrifuges, l'Amérique de Trump est devenue un facteur de bouleversement majeur à elle toute seule. Mais essayez quand même de nous aider à faire sens de cette affaire. Qu'est-ce qu'on doit penser de la politique ? Comment est-ce qu'on peut qualifier la politique étrangère de Trump aujourd'hui ? Eh bien, on en a déjà parlé. Il faut oublier aujourd'hui la posture de retrait égoïste qui était à l'œuvre pendant le premier mandat de Trump. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une présence du monde totalement résolue, totalement revendiquée. Pour être exhaustif, il faut parler de deux axes. Il y a un premier aspect qui se présente comme positif dans cette politique étrangère de Trump. D'abord, un activisme diplomatique tous azimuts pour conclure des accords de paix. Alors, c'est pour faire le bien, mais c'est aussi pour que Trump ait le prix Nobel l'année prochaine. Et ça peut marcher. Regardez Gaza, la phase 1. Bon, rien n'est résolu sur le long terme, on est bien d'accord, mais la guerre permanente est terminée et les otages israéliens sont rentrés au pays. Donc c'est quand même un certain accomplissement. Et puis, deuxième point dans cet axe positif, Trump lance de temps en temps des interventions pour arrêter les violences. C'est souvent parce qu'il a vu des images atroces à la télé et que son impulsion, c'est d'aller frapper, punir les acteurs de ces violences. Le premier exemple là-dessus, c'est la Syrie en 2018. Bachar el-Assad avait commis de nouvelles frappes chimiques sur sa population. Ivanka avait montré les images télévisées à son père, on voyait des enfants se convulser, enfin c'était véritablement atroce. Et dans les 3 jours, Trump avait engagé des frappes aériennes sur des positions de l'armée de Bachar el-Assad en Syrie. Il a refait la même chose cette année avec des frappes au Nigeria le jour de Noël pour punir les djihadistes qui sont très actifs dans la région. Et ces dernières semaines, tout son discours sur les frappes en Iran, c'était pour empêcher les militants de se faire assassiner par le régime. Vous oubliez le Venezuela, là. Le Venezuela compte aussi parce que, dans les multiples raisons qu'il a avancées pour le kidnapping de Maduro, il y avait aussi les souffrances, alors principalement économiques, des Vénézuéliens depuis l'arrivée au pouvoir du régime chaviste. Alors ça, c'est un axe positif, entre guillemets, mais enfin, il n'y a pas que cette dimension-là, non ? Ben oui, parce que pour le reste, il y a aussi tout l'axe de la prédation que Trump a mis en place. Alors cette prédation, elle s'accomplit au profit des États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme américain de retour. Elle s'accomplit aussi pour ses intérêts personnels. Il y a un affairisme mafieux qui est en place pour Trump, sa famille et ses proches. Un article du New York Times qui est paru hier fait le décompte de tout ce que Trump et ses proches ont gagné depuis un an et arrive à un montant absolument incroyable de 1,4 milliard de dollars. D'ailleurs, je vous passe officiellement commande, Laurence, d'un sujet entièrement consacré à l'enrichissement et à la prévarication de l'administration Trump. Oui, on va faire ça, c'est absolument indispensable. Dans cette démarche de prédation, il n'est plus du tout question d'être positif pour le monde. Trump enchaîne les rapports de force absolument décomplexés. Ce qui nous amène à parler évidemment de The Elephant in the Room ou The Polar Bear in the Room avec le sujet du Groenland. En réalité, rappelez-vous, il avait déjà évoqué sa volonté d'acheter le Groenland au Danemark dans cette conférence de presse qui avait eu lieu le 7 janvier 2025. On en avait beaucoup parlé et puis après on était passé à autre chose. On avait pu penser qu'il avait oublié, mais pas du tout. Aujourd'hui, donc, il revient sur ce sujet depuis des semaines et de manière extrêmement agressive. Les raisons qu'il avance sont connues de tous, la sécurité stratégique des États-Unis par rapport aux incursions de la Chine
et de la Russie dans les mers autour du Groenland. Largement fictionnel, hein. Alors, la présence de sous-marins dans l'Atlantique Nord, ça, c'est avéré. En revanche, là où Trump est un petit peu délirant, c'est qu'il dit que la Chine et la Russie veulent, elles aussi, s'emparer du Groenland. Là, pour le coup, oui, c'est fictionnel. Deuxième raison, les minerais et les terres rares, alors que beaucoup d'experts pensent que c'est quand même difficile d'exploiter des mines dans l'environnement un petit peu difficile du Groenland. Et puis enfin, c'est peut-être la vraie raison pour laquelle Trump veut acquérir le Groenland, c'est tout simplement sa volonté d'agrandir le territoire américain pour rester dans l'histoire comme un des grands présidents du pays. Là, on peut dire qu'il y a des intentions quasiment immobilières de la part de Trump, en tout cas patrimoniales. Mais alors comment vous le voyez s'y prendre sur cette affaire du Groenland ? Eh bien, il négocie à la Trump par la menace absolue pour terrifier l'adversaire et le faire céder. Ces derniers jours, il a notamment envoyé une lettre d'une agressivité absolument délirante à la première ministre danoise en expliquant toutes les raisons donc pour lesquelles il veut s'emparer du Groenland et apportant une justification particulièrement baroque. Cette lettre, il l'a reprise dans une interview. Je vous laisse écouter la phrase en question. I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and you know they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. Donc là, Trump explique très calmement que finalement, les Danois n'ont pas de titre de propriété écrit sur le Groenland. C'est tout simplement parce qu'ils sont arrivés en bateau au Groenland il y a plusieurs siècles qu'ils se sont emparés du pays. Et donc, pour lui, ça ne vaut pas. L'ironie incroyable du truc, c'est que, évidemment, Christophe Colomb lui-même est arrivé en bateau aux Amériques, et c'est par cette arrivée que les Européens se sont emparés des deux continents. Bon, ça c'est la lettre qui pose les bases théoriques, si on peut dire, de l'invasion trumpienne, mais concrètement, comment est-ce qu'il pense s'y prendre ? Eh bien, il veut que les Européens, ou les Danois en l'occurrence, cèdent à ses exigences. Il menace tous les Européens de tarifs extrêmement élevés et possiblement d'une invasion militaire. Il laisse planer le doute là-dessus. Je signale au passage que lundi 19 janvier, avant-hier, 1500 soldats des troupes arctiques américaines qui sont actuellement déployés en Alaska ont été mises sur le pied de guerre, mobilisées pour un possible déploiement à Minneapolis pour soutenir ICE dans la région, mais ça a donné un petit frisson d'angoisse à tous les Européens. Oui, on pense bien que le symbole n'est pas là par hasard. Et alors, comment est-ce que nous, on peut réagir ou on doit réagir selon vous ? Face à Trump, il y a simplement deux solutions. Les pays tentent soit de l'apaiser, ou de lui tenir tête. Mais ça, c'est pas une décision qu'on peut juste décider de prendre. Elle tient beaucoup aux vulnérabilités des uns et des autres. C'est ce qu'on a vu dans la guerre douanière du début de l'année. La Chine a tenu bon parce qu'elle a des cartes en main qui sont les terres rares dont les États-Unis ont tellement besoin. Les Européens, eux, se considèrent comme faibles, ce qui n'est pas complètement vrai. Et on voit bien que l'Europe, elle, a un certain nombre de vulnérabilités. Elle a des cartes aussi, mais c'est pas aussi facile que pour la Chine. Il y a deux termes aux États-Unis qui sont très à la mode pour désigner cette politique étrangère de Trump, c'est FAFO et TACO. Est-ce que vous voulez que j'en dise un mot ? Bien sûr, le TACO je l'ai, FAFO je l'ai pas. Trump essaye de faire céder les autres en étant très très brutal, on le sait. Et ça, c'est la théorie FAFO, Fuck Around and Find Out. C'est-à-dire qu'il dit aux pays plutôt faibles comme le Venezuela ou l'Europe dans son esprit aujourd'hui, essayez de me défier, et vous allez voir ce qui vous arrive. FAFO. Mais parfois, lorsque les pays se révèlent plus puissants, lui tiennent tête avec succès, plus pugnace, on a TACO, Trump always chickens out. Trump est une poule mouillée, Trump finit toujours par se dégonfler. Donc il tente toujours de faire du FAFO, mais parfois la réalité lui revient dans la figure et on a un cas de TACO. Et alors nous, les Européens, quelle est notre réaction ? On est victime du FAFO ou on compte sur le TACO ? Ce qu'il faut bien dire, c'est que la réaction des Européens jusqu'à présent, ça a été plutôt une sidération totale, mêlée d'angoisse vis-à-vis de Donald Trump. Et avec ces attaques possibles sur le Groenland, on a vraiment envie de dire
George Washington, réveille-toi, ils sont devenus fous. Vous avez la ref, Bien sûr, Romain. Sardou. Mais non, pas du tout. Sardou a fait la chanson, mais à l'origine, c'est le printemps de Prague. Excusez-moi, moi c'est Sardou Forever. Bon, d'accord. Pour les jeunes auditeurs, les insurgés du printemps de Prague en 1968 avaient écrit sur les murs « Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous ». Ils parlaient de l'invasion soviétique. Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous, chantait Sardou. Ok. En tout cas, tous ces derniers mois, nous, Européens, on n'a pas su faire vis-à-vis de Trump. Il est vrai que l'Europe libérale semble aujourd'hui être la seule région du monde qui continue à ne pas accepter la loi de la jungle imposée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. On a quand même évolué. Vous faites bon cas de la Chine quand même, là, Laurence. La Chine, La Chine, elle a magnifiquement géré Trump, elle a résisté aux droits de douane, et là, suprême ironie, elle appelle à ne pas revenir à l'état de jungle dans les relations internationales, fait preuve d'une remarquable retenue sur Taïwan, parce qu'elle pourrait dire, comme elle a dit Lavrov, nous on a besoin de la Crimée, et elle pourrait dire, nous on a besoin de Taïwan. Oui, la Chine a tenu tête à Trump, vous avez tout à fait raison, et aujourd'hui elle tient ce discours sur l'ordre du monde, mais quand même, il y a une certaine dose d'hypocrisie, parce que la Chine, depuis des années, propose sa propre version des droits de l'homme, et se montre, elle aussi, extrêmement prédatrice sur les régions dont elle veut prendre le contrôle économique, à commencer par sa sphère d'influence en Asie, mais aussi l'Asie centrale, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et j'en passe. Pour revenir à l'Europe, il y a quand même eu une évolution depuis janvier dernier, parce qu'il y a eu des moments de choc quand même très violents. Il faut parler notamment du discours de J.D. Vance à Munich, c'était le 14 février, il nous a vraiment traités de manière très insultante. Il y a eu ensuite cette scène horrible dans le bureau ovale, c'était le 1er mars, où Zelensky s'est fait humilier publiquement. Et puis aujourd'hui, ces propos extrêmement agressifs sur le Groenland. Et donc, je pense que nous sommes arrivés au moment où les Européens vont se prendre en main vis-à-vis de Trump. Alors sur ce point, je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur un autre podcast ou sur quelque chose qu'ils peuvent écouter en podcast en tout cas, qui est le téléphone sonne de hier soir, donc mardi 20 janvier 2026, de Fabienne Sintès sur France Inter, qui interrogeait 3 députés européens, un Roumain, un Hollandais et un Italien, tous les 3 parfaitement francophones de manière très impressionnante d'ailleurs. Et ces hommes qui sont de tendances politiques différentes au sein du Parlement européen donner leur version et leur version aussi teintée de leur expérience nationale de notre possibilité de résister ou de ne pas résister à Trump. Le Roumain en particulier rappelait que son pays est celui qui a la plus grande frontière terrestre avec l'Ukraine, donc ils sont à une étape, si vous voulez, de la menace russe, et à quel point à l'heure actuelle, malgré toutes les incertitudes qui posent sur la fiabilité d'une assistance américaine éventuelle, à l'heure actuelle, la Roumanie a beaucoup de mal à envisager de se confronter directement au risque d'une rupture avec les États-Unis. C'est évidemment des choses qui sont extrêmement intéressantes à entendre face à un discours volontariste de l'Europe qu'il faut tenir également, mais dont il faut bien être conscient des difficultés immenses de mise en œuvre. Il est certain que notre position géographique, celle de la Roumanie, mais celle de l'Europe plus largement, est un vrai facteur de vulnérabilité. Néanmoins, il va y avoir un Conseil européen demain soir, jeudi 22 janvier, lors duquel le fameux instrument de coercition pourrait être mis en place vis-à-vis des États-Unis, ce qui constituerait quand même une riposte inédite et qu'on n'avait pas envisagé jusqu'à présent de déployer vis-à-vis des États-Unis. Qui sera un peu plus qu'inédit. Il faut quand même voir que l'instrument anti-coercition européen a été conçu pour lutter contre la Russie et ses ambitions impérialistes, et qu'un an après sa conception, nous envisageons de l'utiliser contre notre allié le plus inébranlable, les États-Unis. Notre allié, en ce qui concerne la France, depuis les années 1770, donc c'est effectivement très très ancien. Donc le tremblement de terre géopolitique est absolument inédit et pour tout dire, était totalement inconcevable. Oui, alors on va voir ce qui se passe, mais je voudrais ajouter un point qui me semble très important, c'est que la séquence donc actuelle sur le Groenland pourrait aussi révéler les limites de l'influence MAGA en Europe. Oui, une sorte d'international nationaliste, si on peut se permettre cet oxymore. Oui, absolument, et qui réunit aujourd'hui, alors soit des gouvernements comme la Hongrie, la République tchèque, éventuellement l'Italie, et puis de nombreux partis d'opposition d'extrême droite dans tous les pays européens. Ce qu'on voit bien, c'est qu'au moment où Trump veut s'emparer d'un territoire européen, ces courants nationalistes européens ne peuvent pas être d'accord. Un monde nationaliste, c'est un monde où chaque État veille jalousement sur son précaré, donc au final, on ne peut pas s'entendre très longtemps.
On pourrait donc assister avec cette histoire de Groenland à un affaiblissement de la domination idéologique du Trumpisme en Europe. Oui, effectivement, Laurence, et j'en veux pour preuve les déclarations de Jordan Bardella qui sont extraordinairement en résistance, voire en hostilité vis-à-vis des visées impérialistes de Trump sur le Groenland et sur l'Europe de manière générale. Mais le grand schisme qui apparaît, le truc véritablement tectonique, c'est quand même une rupture entre l'Europe et son allié atlantique. Oui, on assiste à la destruction totalement assumée du système d'alliance construit par les États-Unis dans l'après-guerre. Là, on parle du transatlantique, mais je crois qu'on peut aussi parler du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, etc. Or, ce système d'alliance était l'un des principaux atouts des États-Unis par rapport à la Chine et à la Russie, qui n'ont pas autant d'alliés dans le monde. On parlait tout à l'heure du printemps de Prague. Les alliés de l'Union soviétique pendant le pacte de Varsovie, c'était pas vraiment une alliance. Les pays d'Europe centrale n'étaient pas très heureux d'être sous le joug soviétique. Pendant ce temps-là, les alliés des États-Unis étaient le plus souvent très contents d'être alliés des États-Unis parce qu'il y avait un pouvoir de séduction, un soft power extrêmement puissant de la part des États-Unis dans ces alliés du monde. Et je voudrais reprendre pour commenter votre point et conclure sur cette assertion très intéressante qu'avait fait l'excellent quotidien, journal, site internet Le Grand Continent et qui avait dit que l'OTAN devenait de plus en plus comme le pacte de Varsovie, c'est-à-dire une alliance militaire totalement dominée par son leader et dont le leader exerce son leadership au détriment des membres de cette alliance militaire, contraignant leur développement, leur liberté et in fine leur développement. Oui, donc on est dans un moment, que ce soit sur l'idéologie ou la destruction du système d'alliance, qui est en réalité extrêmement contre-productif pour les États-Unis. Oui, puisque derrière le pacte de Varsovie, il y a le destin de l'URSS et que ça ne s'est pas très bien terminé. Je vous remercie, Laurence, de cet éclairage passionnant sur la politique trumpienne. Je pense que nous n'avons pas dit le dernier mot sur cette affaire et que Trump lui-même nous réserve quelques surprises. On se voit la semaine prochaine et ça sera extrêmement utile comme à chaque fois. Merci, Laurence. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.